Alors on va évoquer un peu la période avant la greffe. Si vous voulez nous en parler, comment ça se passait pour Neil? Avant la greffe, bon, ça a commencé. Déjà, il y a eu le diagnostic à sa naissance, on ne savait pas. Donc, ce qui nous a vraiment surpris, son papa et moi, parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Donc, quand on nous l'a annoncé, on a demandé à refaire le test, ce qui a été fait à Henri Mondor. Et puis, bon, ça nous a été confirmé. Et bon, voilà. Et parce que bon, il était tout le temps malade. Et Neil, il venait souvent à l'hôpital? Il venait régulièrement à l'hôpital. Il était hospitalisé au moins 5 à 6 fois par mois. Donc c'était assez lourd. Pour des crises? Il faisait des crises. On lui faisait chaque fois une transfusion, mais des transfusions parfois qu'on avait au bout de 3 jours, il fallait revenir. Donc ça a été très 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 lourd et très très dur pour nous. Voilà. Bon, nous, de notre fort intérieur, moi et sa maman, on se disait, bon, on souhaite que ça soit une drépanocytose qui est minime, voilà. Mais à l'âge de 9 mois, elle va faire sa première crise. C'était la séquestration de sa rate. Et c'est pendant cette période, donc de 9 mois, on l'a mis sous traitement transfusionnel. Toutes les familles qui ont quelqu'un de malade, une maladie de longue durée comme ça, c'était l'enfer. L'enfer quand il y avait des crises. Parce que quand il n'y a pas de crise, bon voilà, l'enfant est comme tout le monde. Mais quand il y a des crises, c'est une période vraiment difficile à supporter. Il a commencé à quel âge à faire des crises? J'ai eu un peu plus de chance. Il a commencé à l'âge de 5 ans à faire des crises, vraiment de grosses crises, douleurs et tout. Urgence, à minuit, 3 heures du matin, il fallait se lever pour aller aux urgences. Bon, l'enfant qui manquait des couleurs, en dehors des crises aussi, c'est-à-dire il n'était pas assez rose, il était tout blanc, tout violet parfois, ça dépendait des périodes. Et comment se manifestaient ces crises en général? Ça avait un début quand même, ça s'annonçait. Ça s'annonçait. Au début, l'enfant commençait par maigrir. Déjà, il faisait à peu près 3 mois sans crise, à peu près. Et puis au début, il commence à maigrir. Après, les yeux deviennent tout blancs, un peu violets. Et là, quand c'est à ce stade-là, je sais que la crise, c'est à quelques jours, 2-3 jours près. Et c'était ça. Et là, quand il y avait des crises, bon voilà, c'était de grosses douleurs dans les articulations, le coude, le dos, toutes les articulations, les doigts de main. Voilà, c'était vraiment quelque chose de difficile. Et il criait, il pleurait, voilà. On essayait de tout faire, de cajoler, de consoler, de parler, de gronder, même parfois pour essayer, pour qu'il se maîtrise. Mais non, ce n'est pas une douleur où quelqu'un peut se maîtriser. Donc, quand il y avait ça, c'était les urgences, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Voilà, 6 heures du matin, minuit, 3 heures du matin, on démarre. On a la chance quand même voilà, on va aux urgences. Et aux urgences, là-bas, bien sûr, on arrive en pédiatrie, on nous recevait en premier. Et c'était bien sûr la morphine, rien d'autre. J'en ai fait une, un moment, je me rappelle, quand j'étais en fait en primaire, je suis partie en fait à la piscine, à nager et tout ça. Et après, j'ai fait une crise, quoi. Et donc, du coup, en fait, je chantais plus mes jambes. Et j'étais comme en fait paralysée en fait du côté droit ou du côté gauche, je m'en rappelle plus. Ah oui. Et après, en fait, il a fallu en fait trouver donc un donneur, il me semble. Ah, ça, c'était à l'âge de 8 ans, je me rappelle, j'étais tombé malade, c'était vraiment atroce. J'étais même paralysé des jambes parce que je crois que les douleurs, c'était plus au niveau des jambes. Ça se passait où? Et ça s'est passé en Centrafrique. J'étais avec ma mère à côté de moi et je prenais des médicaments, mais bon. Les traitements, il faut dire que les conditions de vie n'étaient pas, on va dire, le traitement n'était pas assez... Enfin, n'est pas mieux que maintenant ici. Et donc, c'était quoi le traitement là-bas? Est-ce que tu t'en souviens? Ouais, je m'en souviens des traitements, c'était, voilà, ils mettaient des glaçons, voilà, au contraire, ça faisait qu'aggraver la situation. Après, ils m'ont mis
du sérum, enfin je crois que c'était juste de l'eau. Et après, voilà, ça changeait pas grand-chose. Je suis resté au bout un mois. Je suis tombé pendant un mois malade sans me rétablir au bout d'un mois. Voilà, ça a mis du temps et c'était épouvantable. Tu t'es souvent hospitalisé? Ouais, Quelle tout le temps. fréquence 4-5 fois dans l'année. dans l'année? Ouais. Donc, Et ça se manifestait comment, tes crises? mes crises, c'était quand je dormais et c'est toujours au milieu de la nuit que ça m'attaquait. Et je me réveillais soudainement avec une peur. Je sentais que j'avais mal dans les os et ça commençait au niveau des bras. Après, je commençais à avoir des crises au niveau des bras et ça reste 3-4 jours. Ça devient douloureux. Et maintenant, j'ai remarqué que ça se transmet, on va dire. De mon côté, après les bras, ça allait dans les jambes. Et après les jambes, je tombais toujours paralysé. J'arrivais pas à marcher, donc j'avais mal que je pouvais pas. C'est toujours au bout de 3 semaines que la maladie s'en va. Voilà, ça se calme. En fait, mes crises, elles ont changé de forme. Ouais, c'était même plus... radicalement, quoi. voilà, c'était mal au ventre, mal aux jambes. Moi, je me souviens d'une crise. Et toi, en tant que grande sœur, tu te souviens de tous ces événements? Ah ouais, je m'en souviens d'une en plus en particulier où elle avait eu super mal aux jambes. Je sais pas si tu te souviens. Je m'en souviens de deux en fait. C'est la dernière. La dernière, avant la greffe, elle avait eu tellement mal aux jambes. Elle nous suppliait de lui couper les jambes. Mais quand j'ai entendu... elle nous suppliait, coupez-moi les jambes, coupez-moi les jambes. Une jeune fille comme ça qui veut s'amputer... Ah, franchement, là, moi, j'ai craqué même là quand j'en parle. Ma mère, elle a craqué aussi. Entendre ma soeur dire, coupe-moi les jambes, je t'en supplie, me supplier. Non, c'était chaud, quoi. C'était vraiment là, Ouais. elle tenait même pas en place. On n'arrivait pas à... On appelait les pompiers, on ne pouvait rien faire. Jusqu'au bout d'un moment, je lui ai dit, peut-être faut lui couper les jambes. Franchement, je voulais l'entendre, non. Mais bon. Ou alors, Ça résonne. En même temps, lui couper les jambes, elle allait hurler encore plus si je lui avais coupé les jambes. Mais ou alors je lui disais, je sais pas, étrangle-moi pour que je m'évanouisse. Elle voulait pas, elle avait voilà. tellement Tellement mal. c'était insupportable. Mais en fait, parce que quand on a l'habitude pendant 17 ans de faire la même crise, même la même forme de crise, c'est-à-dire que moi j'avais mal au ventre, donc maintenant ça devenait plus supportable. C'est une habitude. Donc j'arrivais, je me disais, tiens, je prends les ferragans, je me mets sur cette position, ça va passer. Ouais, tu gérais, quoi. Donc je gérais même la douleur, après c'était comme une amie, c'était voilà. Ouais. Et là, je changeais radicalement de forme, et surtout que c'était inconnu en fait. Et je comprenais pas ce qui m'arrivait, je savais que c'était une crise, parce que ça vient pas comme ça, hein. Mais c'était la première fois, et cette douleur-là, non, insupportable. Comme ils étaient que deux, lui, il était seulement avec sa grande sœur qui n'était pas compatible. Donc, elle nous a expliqué pour le sang du cordon. Mais bon, nous, on s'était dit, dans la mesure où lui, il était tout le temps malade, c'était pas la peine d'essayer à nouveau. En même temps, on s'est dit, on va pas faire un enfant pour guérir un autre. Et dans la foulée, c'était pas prévu. On ne sait pas comment ça s'est fait. Et je suis tombée enceinte comme ça. Donc, De Eunel, qui est Donc, la donneuse. qui est la donneuse aujourd'hui. Et à partir de ce moment-là, vous décidez tout de suite de faire la greffe? Tout de suite. Tout de suite. Qu'est-ce qui vous a motivé votre décision? Écoutez, il faut savoir que avoir un enfant malade régulièrement, c'est pas évident, c'est très très dur pour les parents. Donc on s'est dit, c'est une chance qui nous est offerte, on va pas la louper, on y va, même si il y avait des risques. Madame Bernaudin nous a expliqué que ça veut pas dire que ça va prendre. Donc il fallait, elle nous a conseillé aussi en nous disant, allez-y, et puis on n'a pas hésité un seul instant, voilà. Bon, c'était un combat. Pourquoi? Parce que on a des antécédents au niveau de la famille. Et nous, on savait que la drépanocytose pouvait être guérie que par la greffe. Bon, mais au niveau de la France, il y avait une politique, c'est ça qu'on nous a fait comprendre, que on ne pouvait greffer que les enfants qui ont une drépanocytose aiguë. Bon, on s'est dit, bon, comme on ne sait pas savoir la greffe des Christie, c'est aigu ou c'est pas aigu, bon, d'abord on a commencé par demander au docteur Lambiliotte, comme on a
4 enfants, donc qu'on fasse un peu les tests de compatibilité avec ses frères. C'était son médecin traitant. L'ambilote, c'est son médecin traitant qui s'occupe d'elle au niveau de l'île, donc à Jeanne des Flandres. Qu'est-ce qui nous a motivés? La recherche de la santé. Franchement, sortir de la maladie, une chance à saisir. C'était une période, si on pouvait la fuir, oui. Et puis là, on a rencontré, bien sûr, on fréquentait déjà le docteur Bernoda. Elle nous a confirmé que oui, les examens qu'on a faits sont compatibles avec Martin. C'était une grande joie ce jour-là dans la maison. Toute la famille était heureuse. Alors, bon, maintenant, après, il fallait vraiment prendre la décision de la greffe. Ça, c'est une autre étape encore. Moi, je n'avais qu'à dire oui, c'est tout. Et j'ai dit oui parce que j'avais confiance. Et là, voilà, quand elle nous a annoncé ça, voilà, la deuxième étape, c'était de prendre réellement la décision que oui, Martin va faire la greffe. Parce que derrière tout ça, le docteur Bernoda, elle nous a joué un jeu. Excusez-moi. Au départ, elle nous a donné les inconvénients d'une greffe, voilà. Donc, vous avez reçu toute l'information. Toute l'information. Dans un premier temps, la greffe, c'est difficile. La greffe, ça se fait comme ça. Bon, il y a des risques. Toutes les étapes de la greffe, il y a des risques. Mais voilà aussi le positif, voilà. Et puis, bon, elle nous laisse réfléchir. Voilà, allez aussi sur Internet, vous renseigner, voilà, elle nous donne toutes les pistes vraiment, même en dehors d'elle. Pour pouvoir prendre votre décision en toute sérénité librement, et voilà. toute information. Voilà. Quelle a été ta réaction quand tu as parlé de prendre la décision d'une greffe? Moi, c'était directement, oui, j'étais compatible avec ma sœur. Enfin, je me posais pas vraiment la question que est-ce que ça va échouer ou pas. Pour moi, c'était oui. Il fallait le faire. Ouais, voilà, il fallait le faire. En fait, c'était maman à la maison qui avait vraiment quelques doutes, qui hésitait un peu, donc voilà. Pour moi, c'était... Ouais, moi, c'était... Tu voulais, toi. Tu voulais être greffé. C'est vrai. Moi, j'hésitais, oui. Mais la famille a aussi contribué. Voilà. Parce qu'après le docteur Bernoda, il restait toujours la peur de la famille, que si jamais ça échoue, il ne faut pas que toute la responsabilité, qu'on m'en veuille, que ses frères et ses sœurs me disent « Ah, Martin n'est plus parce que, voilà, il fallait nous demander, machin. » Bon, il fallait que en famille, qu'on décide de tout, voilà. Et même aussi les amis, certains amis proches. Donc, tout le monde m'a encouragé. On a dit non, la santé, c'est plus fort que tout, voilà. Il faut la santé. Et c'est là où j'ai pris la décision. J'ai signé. Voilà. D'abord, à la base, j'étais venu juste pour ma santé, pour me soigner. Mais je ne savais pas qu'il y avait la greffe. C'est après qu'on m'a informé qu'il y avait la greffe. En arrivant en France, que tu as été informé qu'il y avait cette possibilité de traitement qu'est la greffe. Ouais, parfaitement. Et qu'est-ce que toi, tu en as pensé, toi? Je trouvais que c'était formidable. Puisque voilà, il y a beaucoup de gens qui sont malades et ils peuvent en profiter pour enlever la maladie. Enfin, moi, déjà, j'ai trop souffert dans ma vie, donc je ne veux plus avoir tomber malade, quoi que ce soit. Donc, voilà. Dès le début, tu étais partant ouais, j'étais partant. C'est juste qu'au début, après, j'étais un peu stressé pour la greffe. Est-ce que tu as reçu de bonnes informations avant la greffe, concernant la greffe? Oui, on m'avait donné toutes les informations au départ, au niveau de la greffe. Mais après, c'est après, en réfléchissant, on se dit, ouais, il y a un peu des enjeux, mais bon, c'était, voilà, fallait le faire, c'était mieux. Et à partir de quel moment la décision de la greffe a-t-elle été prise? Quelles ont été les motivations? C'était à partir d'avril. Si mes souvenirs sont bons, c'était en avril 2008. Oui, c'est ça, avril 2008. Et donc, le médecin nous avait proposé, enfin, ma famille, ma mère et moi, on pouvait faire une greffe pour enlever la maladie. Et donc, ils nous ont laissé du temps pour réfléchir et ma mère a trouvé que c'était valable, enfin, pas seulement ma mère, surtout moi, que c'était valable, de le faire, puisque vu les périodes que j'ai subies, il fallait que je le fasse. Alors, donc, nous avons accepté de le faire. Après, il y a eu un rendez-vous après l'hospitalisation.
Et là, elle m'a dit, est-ce que tu vas être greffée? Moi, j'ai rigolé. C'était nerveux. Et j'ai dit, greffer la greffe, vraiment la greffe que j'attends depuis 17 ans déjà. Et elle m'a dit oui. Et c'est à toi de décider avec ta mère si tu veux ou pas. Et je me souviens, je lui ai dit que ma mère elle veuille ou pas, moi je décide que c'est lui. Et T'étais majeure encore? Non. Ça, ou pas? Non. Pas encore. Mineure. mais elle m'a dit oui mais t'es mineure et j'ai dit je m'en fous. De toute façon si ma mère elle s'oppose, quitte à aller au tribunal, j'irai au tribunal. Mais bon voilà, ça c'est parce que j'en avais vraiment marre quoi. Et c'est moi qui vivais la maladie. Donc mineur, pas mineur, on sait ce qu'on veut. Enfin, à 17 ans, tu sais ce que tu veux déjà, même avant, je pense. Tu sais ce que tu veux, tu sais au moins une chose, c'est que tu veux plus souffrir. Donc, l'organisation avant la greffe, au niveau familial, qu'est-ce que ça a nécessité? Ça a été un parcours du combattant parce que on avait deux enfants quand même et il fallait s'en occuper et s'occuper de celui qui va être greffé, qui va s'absenter de la maison. Il fallait faire le trajet hôpital-maison tous les jours, parfois 2 fois par jour. Donc, c'était pas évident. Donc, on a su gérer, heureusement, et avec l'aide d'une personne qu'on a dû prendre à domicile. Parcours du combattant, toute la période qui entoure la greffe. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, toute l'étape du tribunal, parce que c'est un parcours du combattant? Oui, oui. Parce que c'est vrai que c'est long. On a un peu peur, on se prépare parce que après, quand on a pris la décision de la greffe, il a fallu maintenant, j'ai oublié les noms des organismes, mais il y a un organisme qui doit écouter celle qui donne la greffe, la donneuse. Un comité d'experts. Voilà, le comité d'experts pour Jeanne-Élise, la petite sœur. Donc on l'a amenée là-bas, on l'a écoutée, il fallait qu'il vérifie qu'elle le fait de plein gré. Et c'était la chance, elle le faisait vraiment de bon cœur, de plein gré à 100%. Et on a eu l'accord. Après, il a fallu aller au tribunal pour vérifier. Martin était mineur à l'époque. Donc, pour que je signe des papiers, que je donne mon consentement, voilà, pour qu'on vérifie que ce n'est pas un abus de quelque sorte que ce soit. Donc, on est parti au tribunal. Ils ont donné leur consentement. Ils nous ont interrogés aussi. Ils ont donné leur consentement. Et ce n'est qu'après ça qu'on a fait l'étape du premier pas de la greffe en elle-même. Mais sinon, cette période, quand même, elle a duré à peu près 1 mois quand même. Hein. 1 mois d'anxiété, d'attente, voilà, d'aller-retour. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu estimes avoir reçu suffisamment d'informations? Oui, justement, sinon je ne serais pas stressé. Voilà, j'ai reçu toutes les informations du côté positif et négatif. Ah, donc voilà, maintenant c'était à moi de réfléchir et de voir. Et en fait, j'attendais ce moment-là, la greffe, avec impatience. Mais vraiment, c'est-à-dire que je comptais les jours. J'en parlais déjà à mes amis les plus proches. Pour avoir du soutien aussi, parce qu'il y a la famille, mais c'est bien aussi d'avoir les amis, quoi. La préparation, c'était un petit peu... Enfin, c'était dur pour nous, pour la famille, parce que comme on habite à Lille, on devait se déplacer. Donc, on devait se préparer à se déplacer parce que la greffe devait se passer ici à Paris. Donc, il fallait s'organiser au niveau de la famille et suivre un petit peu de séances de consultation pour le donneur. Parce que comme on savait déjà que c'était un de mes enfants, c'est-à-dire un de ses frères qui devait être le donneur, il devait suivre des consultations, savoir tous les niveaux, la compatibilité, tout ça. Et puis s'organiser au niveau de la famille parce que normalement, moi j'ai commencé une formation et on devait se mettre en accord avec mon mari, savoir qui va rester avec la petite à l'hôpital ici au niveau de Paris. Et heureusement pour nous, on a aussi la famille qui reste ici à Paris, donc on s'est dit de rester à la famille et puis
l'enfant sera hospitalisé au niveau de Saint-Louis. C'est Saint-Louis. C'est Saint-Louis. Et donc, on devait se préparer dans ce sens-là. Et comme j'ai 4 enfants, donc moi, je devais continuer ma formation et rester avec les autres enfants. Et mon mari devait arrêter le travail et venir rester avec l'enfant ici à l'hôpital. Donc, c'est comme ça qu'on s'était entendu. Bon, le problème aussi, c'est que quand un donneur est mineur, il faut savoir aussi le préparer pour que la chose ne soit pas... C'est comme si on l'imposait. C'était ça aussi. Il y a tout un parcours avant la période de la greffe. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous récapituler ce parcours du combattant? Voilà. Donc, on savait, moi et ma femme, nous savions que parmi les 3, c'était Dave qui était compatible. Mais on ne voulait pas l'annoncer aussitôt. Et c'était une préparation. On s'est préparé pour essayer d'avoir son oui et n'est pas en même temps léser ses frères, lui imposer et léser ses frères. Et qu'est-ce qu'on a fait? Il y a un soir, pendant qu'on savait qu'on a eu la confirmation que Christy va être greffée, on a eu le date, tout ça. Pendant un soir, on était tous ensemble et on a essayé d'en parler. Ils savaient que leur sœur était malade. J'ai dit, vous saviez que Christy est malade? Oui, mais il y a une solution, elle peut être guérie. Elle doit être normalement greffée. Mais pour qu'elle soit greffée, pour qu'elle guérisse de sa maladie, c'est un de vous qui, normalement, doit être un donneur. Alors, je ne sais pas, parmi vous, qui peut accepter de donner sa moelle à sa sœur? J'ai expliqué comment le prélèvement devrait être fait. C'est alors que tous ont répondu oui. Et lorsque j'ai eu le oui de tous, c'est alors que j'ai dit, bon, vous vous rappelez qu'un jour, on était parti à Jeanne de Flandre et qu'on a fait des prélèvements. Ils ont dit oui. J'ai dit, bon, le bilan a été fait, mais c'est Dave qui est le donneur. Et là, j'ai encore reposé la question, j'ai demandé à Dave s'il était toujours partant. Il a dit oui. Il est passé au bloc le mercredi matin. Et c'était le mercredi l'après-midi que Christy avait reçu la greffe de son frère, de la moelle de son frère. Donc c'était comme ça. Et Dave, il a posé des questions en tant que donneur? Bon, il a quand même essayé de poser la question de savoir comment ça va se passer, et ça va faire mal ou ça va pas faire mal. Et là aussi, le médecin lui avait expliqué, parce qu'au préalable, on est venu quand même en consultation à Saint-Louis pour faire des radios, pour la prise des sangs et tout ça. Et il y avait un infirmier qui... c'est lui qui était chargé de nous expliquer encore comment l'hospitalisation de Christy devrait se passer et comment le donneur... qu'est-ce qu'on va faire au donneur? Donc, l'acte médical, il lui a expliqué que non, ça va pas faire mal, ça serait sous anesthésie. Quelqu'un a pu expliquer à Dave comment ça allait se passer? Oui, il y a un infirmier qui était là pour expliquer Et Dave, il a été réceptif, et il a posé d'autres questions. Est-ce qu'il aurait souhaité avoir un complément d'information? Est-ce que ça lui a suffi? Donc lui, sa préoccupation, c'était de savoir si ça va faire mal ou pas. Donc c'était ça. Et puis s'il pouvait répondre son sport, en fait, parce qu'il faisait le foot. Le foot, ouais. Est-ce que ça n'allait pas l'handicaper? Il voulait savoir si après ça, est-ce qu'il va répondre son entraînement, ou bien ça sera tout pour lui, maintenant il sera aussi malade ou quoi. Enfin, il voulait savoir un petit peu après le prélèvement, qu'est-ce qui va se passer. Alors l'infirmière lui avait rassuré que non, c'est juste... D'ailleurs, toi, tu ne vas pas rester pendant longtemps à l'hôpital, c'est juste le 3 jours, donc le prélèvement. Non, un jour seulement. Un jour, voilà. Le prélèvement, et puis voilà, c'est fini, tu seras sorti. Et ça lui a suffi. Et ça lui a suffi. Il était partant, il était content d'être le donneur, voilà. Et puis c'était bien passé, il est sorti, il a repris directement son entraînement, donc ça va. Nila rentre à l'hôpital de Saint-Louis. Comment ça se passe les premiers temps? Il a mal vécu. Il a très très mal vécu. Des colères, il faisait des colères, il balançait tout dans la chambre.
Et il ne voulait pas rester en fait. Donc ça a été Il avait 4 ans. Il avait 4 ans. Il ne voulait pas rester. Il voulait rentrer chez lui dans ce milieu qu'il ne connaissait pas du tout. À son âge, je me suis dit, bon, c'était normal. Et ce qui a fait que mon mari et moi, on s'est arrangés pour qu'il y ait toujours quelqu'un avec lui. C'est ça qui a fait qu'il a pu accepter de rester. Accepter, et puis il suffisait qu'on s'absente pour que parfois il retournait carrément le lit. Là, parce qu'il ne voulait pas rester. Alors, à partir du moment où on a découvert qu'il avait une passion, il avait sa passion d'un enfant de 4 ans, c'était... C'était quoi? C'était Michael Jackson. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait, Michael Jackson? C'était... Tu t'en souviens pas, Neil? Non. C'est maman alors qui va nous raconter tout ça alors. Donc, Michael Jackson, c'est son chanteur préféré jusqu'à À présent. l'époque. À l'époque, Il était déjà, à 4 ans, c'était son chanteur préféré. Et on a eu l'idée une fois, on s'est dit, ben, peut-être que en lui mettant un DVD, il allait se calmer. Donc, on a ramené le DVD qui a été stérilisé et puis on lui a mis et ça y est. Les choses qu'il aimait. Les choses qu'il aimait. Il s'est calmé. Et même les infirmières, avant cet épisode du DVD Michael Jackson, il ne voulait même pas des infirmières. Il était agressif envers toutes les infirmières. Et j'ai révélé à une infirmière un jour en lui disant, ben, écoutez, il aime Michael Jackson. Elle dit, ah bon? Moi aussi j'adore. Et l'infirmière est arrivée un jour avec des photos de Michael Jackson et c'était terminé. Et c'était la seule qui l'acceptait. Donc l'infirmière est arrivée, lui a posé des posters de Michael Jackson dans la chambre et c'était fini. Le temps de l'hospitalisation, est-ce que tu as encore des souvenirs? Vaguement. Je me Tu te souviens pas quand tu étais dans la bulle, tout ça? Si, je me rappelle de ça. Cette période d'isolement. Je me rappelle très bien de cette période d'isolement où on était dans une espèce de chambre stérile, où tous les objets que je vais manger, il fallait que ça passait avant. Je ne pouvais pas les avoir directement comme ça, quoi. J'étais vraiment dans une chambre stérile, j'avais perdu mes cheveux et tout ça. Et franchement, ouais, ça fait bizarre aussi. Je me rappelle vaguement quand même des souvenirs. Ça marque le fait de perdre les cheveux? Si, ça marque quand même. Parce que tu vois des cheveux partir comme ça, en plus t'es petite et tout, donc ça fait bizarre. En plus, tu avais quel âge? J'avais 8 ans. Parce 8 que ans. le service où j'étais, en fait, il y avait de grandes personnes, je me rappelle, il y avait des adultes. Enfin, il n'y avait pas tellement en fait, des enfants de mon âge. Genre, je ne me rappelle pas avoir vu des enfants qui avaient le même âge que moi. J'étais plutôt isolée, mise à part par rapport aux autres. Donc je me sentais par rapport à ça assez seule. Parce que c'était le début, je ne sais pas si c'était le début de commencement ou pas. Mais... Alors, quand on est arrivé, c'était vraiment un bel accueil. D'abord, on a eu l'occasion de visiter le service des greffés et tout. C'était super bien, vraiment. Avec tout le matériel pour les enfants, télévision, machin de jeu. Bref, tout. J'étais vraiment épatée. Même un vélo de sport. Vraiment, j'étais ébahie. Comment on appelle le truc pour mettre les cassettes vidéo et tout ça? Lecteur DVD. Voilà, lecteur DVD, les machins pour jouer. Qu'il pouvait avoir sous la bulle. Voilà, qu'il pouvait avoir sous la bulle, vraiment. On a mis le maximum pour que l'enfant ne s'ennuie pas. Tu te souviens quand tu as passé la transfusion pour la greffe? Ouais, c'était le 24 décembre. Comment ça s'est passé? Oh, ça s'est passé bien, on m'a montré. D'abord, on m'a montré à travers la bulle. Puis ensuite, j'ai rien senti. J'ai rien senti. C'est passé en fait comme une transfusion. Une transfusion toute comme simple, ça. Tout simplement. Comme une transfusion. Ouais. Voilà. Donc, tu t'es pas senti bizarre? Non, je me suis senti bien. Je n'étais pas fatigué. J'étais bien. Bon, la peau était devenue trop sèche et noire. C'est comme si elle s'est brûlée. Mais, bon, on nous a rassurés. Et vous étiez prévenus de ce changement? ouais, on était prévenus. Et Leslie aussi?
Christy aussi, ouais. Et elle était prévenue. Mais le problème, c'est quoi? La théorie, c'est autre chose que la pratique. On peut bien vous expliquer sur le plan théorique, mais lorsque la pratique arrive, c'est autre chose. C'est un choc. Ouais, c'est vraiment un choc. Bon, c'était dur. On sait, bon, elle va sortir quand ça va arriver à 500, et quand le plaquette devrait arriver à tel nombre. Bon, on attendait, c'est comme si le matin j'arrivais, j'ai dit, bon, vous avez fait les prélèvements hier? Oui, c'est combien? On me disait, non, c'est encore 100. Moi, j'ai dit, est-ce que ça va? Et comme les infirmières et les infirmiers étaient déjà habitués, non, ça viendra. D'ici quelques temps, ça va augmenter. Et c'est cette période-là. Pendant la période à Saint-Louis, l'éducation. Physique, tu as eu la perte des cheveux, c'était la perte des cheveux. La perte des cheveux, c'était la perte des cheveux et voilà. Et la peau qui noircissait, tout ça, j'avais l'impression qu'ils s'enlevaient. Ouais. Et se noircissait et c'était tout noir. C'était tout noir. Ouais. Ça t'a fait peur? Non, ça m'a pas fait peur. Bon, on t'a expliqué Après, on m'a expliqué, ouais, tout ça c'était normal. Enfin, pour moi, c'était normal. C'était comme le médecin l'avait dit, c'était ça. Il fallait que ça fasse tout ça pour que ça marche. Est-ce qu'il y avait des précautions particulières à prendre à Saint-Louis au niveau de l'alimentation? Ouais, l'alimentation c'était bien. C'est juste que j'avais pas l'appétit pour manger. Donc je peux pas bien le décrire puisque j'avais pas l'appétit pour manger, j'avais pas trop envie à cause des traitements. Moi, j'ai pas perdu mes cheveux tout de suite parce que je sais pas, je crois qu'ils étaient trop résistants. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ils étaient trop gris. Ouais. donc en fait, mes cheveux ils tombaient pas le matin. Je me disais forcément, je vais retrouver une touffe de cheveux sur l'oreiller ou quelque chose comme ça. Et en fait, non. Je les arrachais moi-même pour voir. Je m'amusais. Enfin, parce que dans ma tête, j'étais préparée. Comme le docteur m'avait dit que j'allais perdre mes cheveux, maintenant, ça me dérangeait plus de les tirer. Je savais que j'allais les perdre. Donc, voilà. Donc, je m'amusais à les tirer. Tu les avais coupés ou pas? Non. Non. Je venais de me défriser les cheveux. J'avais une belle coupe. Mais non, mais parce que je me suis dit... Comme j'étais préparée, je me suis dit... autant qu'ils soient encore bien pendant que je les ai. Donc, je me suis fait... Tu t'es faite belle. Je me suis faite belle, voilà, exactement. Et mes cheveux, ils tombaient pas. Et du coup, j'ai appelé une infirmière pour qu'elle les rase. Elle les a rasés, je me suis regardée dans la glace. Et là, fou rire. Et j'ai eu un fou rire et il y avait ma soeur présente. Je l'ai fait aussi parce que j'ai eu le courage de le faire parce qu'il y avait ma soeur. Toute seule, je pense pas que j'aurais pris la décision de le faire. Parce que c'est ma soeur, comme on s'entend bien, je savais qu'après elle allait me rassurer ou si ça allait pas, quoi. Donc l'infirmière, elle m'a rasée et elle aussi d'ailleurs, elle m'a... Enfin, on a pris ça, pas à la rigolade, mais disons que les personnels hospitaliers, soignants, ils nous accompagnent quand même. En fait, tout le monde a un petit peu le rôle de... Je vais pas dire de psychologue, parce que... Mais tout le monde t'accompagne. Même ceux qui font le ménage dans la chambre, ou ils parlent avec toi le matin, quand tu vois que t'es pas bien. Enfin, tout le monde... Il y a beaucoup d'humanité, en fait. Exactement. Et tu peux pas... Tu peux être des jours... Il y a des jours, tu peux être triste ou un peu déprimé parce que t'es là. Mais enfin, ça dure pas longtemps parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour te remonter le moral. Donc ça, c'est bien. On est vraiment soutenus. C'est une satisfaction, la greffe? Ah oui, complètement. Complètement. Comme je le disais, avoir un enfant malade, souvent malade, très très malade, c'est pas évident. Donc de le voir, quoique parfois il se plaint, pourquoi je suis plus malade? C'est vrai que depuis sa sortie de l'hôpital, après, quand il s'est retrouvé, même plus de maux de tête, rien. Et il se plaint. Ah, pourquoi je suis plus malade? Pourquoi ça te manque, Nil? Je pense que... Oui, un petit peu. Ça te manque? Pourquoi ça te manque? Bah, j'aimerais plus être à l'hôpital maintenant. Maintenant? Pourquoi? Parce que c'est bien. Pourquoi? Parce qu'on s'occupe un peu moins de toi à la maison? Non, c'est pas ça. Tu avais la place du chef avant, à la maison.
pas. Non, on s'occupait un peu plus de toi avant. Je sais pas, puisque je me rappelle plus. Ah. Et aujourd'hui, tu te qualifierais de quoi? De normal ou d'ex-drépano ou... Bah pour moi en fait, je dirais en fait les deux. C'est-à-dire, oui, pour moi en fait, je suis normale. Pour moi en fait, j'ai toujours été normale. Parce que quand tu vis au monde, et même s'il y a des malformations, tout ça, on est tous... Pour moi en fait, je suis normale, j'ai toujours été normale. Peut-être qu'après, intérieurement, je suis différente par rapport à mon vécu, par rapport à mon histoire, à mon passé. Mais sinon, pour moi, j'ai toujours été normale. Et puis aujourd'hui, je me qualifie comme un exemple en fait de réussite. Car ce que je veux après, c'est réussir en fait dans la vie. Et puis voilà. Maintenant, je peux faire plusieurs activités sans trop me fatiguer, sans avoir de crise le lendemain quand je me douche à l'eau froide. Donc voilà, franchement, tout allait bien. Et donc, à partir de ce moment-là où tout allait bien, je pouvais faire du foot avec mes amis, jouer dans la neige, me doucher à l'eau froide. Donc, j'ai commencé Ce que tu ne faisais pas auparavant. Non, je faisais pas ça. Parce maintenant, qu'après, j'avais une tu crise. joues au foot, tu joues dans la neige, comme n'importe qui. Comme n'importe qui. Donc, à partir de ce moment-là où j'ai commencé à remarquer ça, j'ai commencé à laisser, en fait. Et tu as oublié la maladie? Oublier la maladie. Enfin, il y a quand même un petit devoir de mémoire. Enfin, comment dire, faut en parler souvent aux gens pour qu'ils comprennent, quand même. Parce qu'il y a beaucoup de drépanocytaires en France. Il faudrait peut-être pas... Voilà. Et maman, comment vivez-vous cette nouvelle vie pour Martin? Ben moi, je suis enfin libre. Je suis libérée. Maintenant, c'est maintenant que je vois que je n'étais pas libre. Parce qu'il est né drépanocytaire, donc j'avais cette vie, voilà. Mais je sentais que je n'étais pas bien. Ouais, je sentais que je n'étais pas bien, toujours anxieuse, crispée. Je rentrais très vite à la maison. Il arrivait des moments où je laissais tomber le travail, c'est-à-dire un CDI, un contrat à durée indéterminée, parce que je me disais non, je vois que mon fils commence à maigrir et tout, c'est parce que je ne suis pas là. Il faut que je sois là pour lui donner de l'eau, pour lui donner sa foldine, pour lui donner... Non, je veux pas. Allez, je casse le CDI, je reste à la maison. Ça n'évitait pas les crises. Mais c'est comme ça, une maman. Et puis là, c'est différent. Je peux partir. Je dis, je m'en vais faire 1 heure quelque part et puis j'en fais 4. C'est super. Donc ça a transformé votre vie. Complètement. Je n'ai plus ce souci en arrière, téléphoner, repartir. Non, c'est différent. Je suis tranquille. Voilà. Et puis le voir aussi qui a grandi comme ça avec tout ce qui est intérieur et extérieur, dans tous les termes. C'est vrai, hein. Le voir aussi viril, voilà, c'est très beau. C'est très beau. Est-ce qu'il y a eu des périodes difficiles? Oui. À cause des médicaments. Il y avait beaucoup de médicaments. Et il y avait un médicament qui s'appelle hydrocortisone. C'est ça. Et j'étais beaucoup énervé. J'étais speed. T'avais du mal à le supporter. J'étais violent avec tout le monde. Ouais. Je tapais sur tout le monde, sur n'importe qui. Sur mes sœurs. Je parlais mal. Et j'étais pas comme ça d'habitude. C'était pas mon... Je peux le confirmer. Oui, je peux le confirmer. Oui, c'était pas le même. Et voilà, on m'a proposé de me défouler. Au début, c'était avec un punching ball à la maison. Donc après, j'ai fait de la boxe pour... en fait, c'était au départ juste pour me défouler. Bon, après, ça m'a plu, puis j'ai continué dedans. Et ça m'a aidé à me défouler, à monter plus sur les gens. Canaliser Voilà. toute ton énergie, toute ta rage que tu avais au ventre. Voilà. Et tu expliques pourquoi tu étais dans cet état? Bah, déjà, c'était à cause de toute la maladie qui était dans ma tête. Il n'y avait pas un truc de ma tête qui m'énervait. Et voilà, après, je peux pas expliquer comment... Ouais. Mais tu avais une espèce de rage, de grosse rage qu'il fallait évacuer absolument. Voilà. D'accord. Et tu as trouvé ton compte À la boxe. dans la boxe. Et t'en fais encore de la boxe? Cette année, j'ai arrêté. Mais j'ai été champion d'Île-de-France en 2008, je pense que c'était ça. Voilà.
champion d'Île-de-France. Ça, c'est un gros titre, ça. Comment t'as fait? Qu'est-ce qui t'a donné cette niaque, cette hargne pour réussir? Bah, sans la greffe, sans cette maladie, je pense que j'aurais pas réussi à arriver jusqu'à là. Et tu vois l'évolution depuis que tu es greffé? Et beaucoup. Comme avant, je pouvais pas. En été, je pouvais pas rester 1 heure dans le soleil, quoi. Je pouvais pas. Là, maintenant, je peux rester plus d'1 heure dans le soleil. Pareil, en hiver, je tenais pas. J'étais souvent malade, là, je suis moins malade. Ça va. Voilà, c'est la greffe, c'est un petit moment de notre vie, c'est rien. Et ça vaut le coup. Ça vaut le coup largement. Largement. Le séjour à Ritz, Ouais. comment ça s'est passé? Tu es rentré à la maison? Non, ouais. Après mon séjour à Ritz, je suis parti à la maison. Enfin. Combien de temps es-tu resté à Ritz? À Ritz, je suis resté. Alors. Je suis resté 1 mois, 15 jours. 1 mois, 15 jours à Ritz. Au bout de 2 mois, tant que t'avais plus de caté. Ouais, j'avais plus de caté. Et là, c'était un soulagement. Faut dire que ça me gênait et voilà, j'avais l'impression que ça me ratait tout le temps. Voilà. Parle-nous, à quel moment tu t'es dit je suis greffé, je ne suis plus comme avant? À quel moment tu l'as ressenti? Bah, déjà, quand je suis rentré chez moi, c'est à partir de là que je me suis rendu compte que voilà, maintenant, je suis plus que comment le malade que tout le temps, il faut lui dire non, il faut prendre tes médicaments tout le temps, voilà, il faut éviter de faire ça, ceci, cela, alors que maintenant, je peux faire certains trucs que quand j'avais la maladie, je pouvais pas faire. C'était ça le changement. Et il y avait d'autres, c'est-à-dire le sport, les activités sportives que je peux faire maintenant. Pas de problème pour ça. Que tu ne pratiquais pas auparavant. Ouais, que je ne pratiquais pas avant. Comme quel sport, par exemple? Bah, on va dire du muscle. Ça, je peux le pratiquer maintenant. Ou bien du foot. Alors qu'auparavant, non, tu ouais, pouvais pas. Auparavant, je pouvais pas. Je pouvais pas le faire. Ou bien Et maintenant? de l'endurance, je pouvais pas non plus. Ah bah, et maintenant, je peux faire de l'endurance. En plus, j'ai plus d'endurance qu'avant, parce qu'avant, j'ai soufflé trop vite. Maintenant, c'est plus comme avant. Et voilà, je peux faire tous les sports que je peux maintenant. Donc, est-ce que tu peux dire que la greffe a changé ta vie? Exactement, c'est une nouvelle vie. Pour moi, on va dire, je viens de renaître, pour moi. C'est depuis après la greffe que je me suis rendu compte que voilà, c'est un personnage en gros, entre guillemets. Et voilà, je me sentais que c'était bien, quoi. Et comment tu le trouves, ce nouveau personnage? Bien. Bah, je trouve que c'est bien, il y a un changement. Comparé à avant, enfermé. Voilà, je peux maintenant dire. Maintenant, je peux même expliquer ma maladie, parler de ma maladie. Comparé à avant, je pouvais pas. J'étais enfermé, j'avais pas trop envie de parler de ça. C'était vraiment. La préparation a été très bien faite. Et après, sur le plan psychologique, par contre, moi j'ai eu de la chance parce que quand je suis sortie de la greffe, en fait, bah, il y a eu le groupe de parole. Il y a eu le groupe de parole qui a émergé, donc grâce, je crois que c'était ton idée. On a profité de ce mouvement pour mettre en place un suivi pour les post-greffes, en fait. Ouais. On a profité des groupes de parole parce qu'on savait qu'il y avait un manque à ce niveau. Donc on a profité de l'occasion pour ça, pour mettre en place des groupes de parole là, qui se réunissent 1 fois par mois. Et je tiens à dire que moi, c'est ce qui m'a sorti en fait. Parce que moi, quand je me suis dit, bah en fait, je vais aller. Enfin, je pensais pas que ça allait m'atteindre psychologiquement à ce point-là. Mais à la longue, je me suis rendu compte que c'est comme si, ouais, une greffe, c'est un tournant de sa vie en fait. On passe d'une personne malade à quelqu'un de normal. Moi, la maladie, enfin, ça m'a forgé un peu. Ouais, la maladie, en fait, elle faisait de moi ce que j'étais. C'est-à-dire que, par exemple, mon caractère, tout ça, je l'ai forgé aussi par rapport à la maladie. Comme elle est plus malade, on voit plus comment elle est, elle. Parce qu'avant, on la voyait à travers la maladie, qu'à chaque fois, on justifie tout, on va dire, par rapport à ça. Elle est agressive parce que il y a la maladie, parce qu'elle se défend. Et maintenant qu'elle est plus malade, on va dire on la redécouvre un peu. Comment elle est, elle. Parce que maintenant, il y a vraiment que elle.
Vu qu'il n'y a plus la maladie. Son vrai visage. Voilà. Et pour les drépanotes qui ont l'occasion d'être greffés et qui ont peur et qui franchissent pas le pas parce qu'ils ont peur justement, bah, je leur dis que c'est normal d'avoir peur. Sinon, ils seraient pas humains, ce seraient des robots. Même moi, je suis forte, d'accord, mais j'ai eu peur. Donc foncez. Il y a que du... Au final, il y a que du bon, en fait. Donc, il n'y a aucune raison de... Si ils ont la chance de dire au revoir à toute cette souffrance, à la maladie, il faut foncer. Pourquoi rester prisonnier de cette maladie par peur? Si j'avais à donner un message, je dirais aux autres, bah, si vous avez une chance de faire une rêve ou quoi que ce soit, allez-y. Franchement, c'est bien pour vous. Parce que je sais que la maladie n'est pas facile à supporter. Voilà, voilà, si vous êtes malade ou bien vous n'avez pas pu avoir de donneur ou donneuse, bah, suivez bien vos traitements. Si vous ne vous sentez pas bien, appelez votre médecin, n'oubliez pas. C'est tout ce qu'il y a à dire, voilà. Et surtout, accrochez-vous. Est-ce que tu as des projets particuliers? Pour l'instant, oui. Enfin, mon projet déjà, d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'avant, je ne pouvais pas le faire. Pendant que j'avais la drépanocytose, je voulais devenir, on va dire, ingénieur en génie civil. Tout ça, c'est des métiers du bâtiment. Comme j'avais la drépanocytose, je ne pouvais pas le faire. Mais maintenant que j'ai plus la drépanocytose, je peux réaliser mon projet, on va dire, mon rêve.